Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être là sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà suivi un petit peu la série de webinaires du mois de janvier avec Koala ME et c'est top. Je vois quelques noms qui me parlent déjà et d'autres personnes qui sont aussi nouvelles. Donc aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est en présence de Simon de Lemlist qui va parler vraiment de son sujet qu'il maîtrise. Et c'est tout l'intérêt justement d'élargir un petit peu nos possibilités de webinaire pour proposer toujours du contenu divers et intéressant pour vous en tant qu'entrepreneur. Donc j'espère que ce sujet va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas un petit peu, si vous le souhaitez, en commentaire. Donc je vois que certains d'entre vous l'ont déjà pris en main, donc c'est super, à vous présenter un petit peu ce que vous faites, quelle est votre activité, depuis combien de temps vous la faites, etc. Bonne année à tous, évidemment. Et comme dit Oui, Alice, ouais, c'est très cool si vous pouvez nous partager un petit peu le contexte de votre projet. Est-ce que vous êtes plutôt orienté B2B, B2C? C'est tous les éléments, moi, qui me permettront derrière d'orienter un petit peu plus ma présentation pour que ça soit le plus intéressant pour vous. vous avez comme toujours donc l'interface publique pour poster des commentaires, pour discuter, échanger avec nous, et juste à côté le mode QR, donc c'est pour poser des questions. Et comme à chaque fin de nos webinaires, on fait une petite phase de foire aux questions où vous pouvez vraiment poser toutes les questions sur le sujet du jour. Et moi, je les affiche et du coup, Simon y répondra. Ok, je vois que la Karen qui nous explique son projet, c'est intéressant. B2B, ok, très cool. Et vous verrez, ouais, comme dit Alice, l'intérêt, c'est évidemment, il y a pas mal de choses que je veux vous montrer. J'ai une présentation que je vais partager, mais le but, c'est que ça soit interactif dans la mesure du possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et soit Alice me coupera, soit entre les parties, on prendra 5 minutes pour répondre aux questions. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse regarder les points que vous voulez qu'on précise un petit peu. Super, c'est top. Écoutez, moi, ce que je propose, c'est qu'on commence, si tu es OK, Ouais, Simon. eh ben, allez. Pendant que tu seras en présentation, moi, je serai toujours là, mais je m'éclipserai de l'écran. Ok. Je reviens dès qu'il y a des petites questions ou autres pour t'interpeller, mais comme ça, au moins, les gens peuvent se concentrer sur ce que tu dis. Ok. Parce que c'est toi l'expert Très cool. aujourd'hui. Bon, non, mais déjà, c'est très cool à Koala ME d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à moi pour venir parler de tout ça aujourd'hui. Ce que je vais te demander juste, Alice, c'est que je vais partager mon écran. Est-ce que tu peux Oui, bien me confirmer hop, que quand je suis comme ça, on voit bien l'écran en entier, l'Emlist? on voit bien l'écran en entier. J'espère pour vous. Dites-nous aussi en commentaire si c'est tout bon pour vous aussi. Parce qu'à partir de maintenant, moi, je suis dans On voit bien, parfait. le- Bah oui, du coup, tu vois plus là à pour le l'aveugle. coup. Là, je suis à l'aveugle. Tu es à l'aveugle, exactement. Donc, a priori, ça fonctionne bien, donc c'est top. Je vais peut-être rester encore Ouais, avec pour la- vous le temps qu'on présente le sujet et les intervenants. Et bah, du coup, ben ouais, je te laisse faire pour présenter Ouais, un peu Koala ME et puis après, je partirai sur la partie l'Emlist. ça marche super. Comme je vous disais, aujourd'hui, c'est une présentation qui est organisée par Koala ME avec en partenaire Lemlist. Donc, si tu veux, Simon, tu peux passer à la slide juste après. Ouais. Je vais vous dire rapidement ce qu'est Koala ME, même si ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais c'est pour que vous puissiez vous situer si vous ne connaissez pas encore. Donc, Koala ME, c'est un site internet ressources dédié aux micro-entrepreneurs sur lequel vous pouvez trouver un tas d'informations et sur lequel vous pouvez également échanger avec un expert de manière totalement gratuite. Vous avez également un outil de gestion comptable et administratif pour que, en tant qu'entrepreneur, vous puissiez faire votre comptabilité de A à Z, donc c'est-à-dire du devis jusqu'à la déclaration de votre chiffre d'affaires, avec nous sur Koala ME, sur votre plateforme et tout en étant accompagné. Et vous avez également une plateforme de création d'entreprise, donc ça c'est depuis l'été dernier, sur laquelle vous pouvez créer une micro-entreprise pareil de A à Z sur Koala ME tout en profitant toujours de l'accompagnement et de la 100% gratuité. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'outil. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre site donc www.koalame.fr. De toute façon, je vous enverrai un petit mail à la fin de cette présentation pour vous faire un récap un peu des bonnes infos à retenir de cette présentation et des liens à suivre, donc notamment les liens de Koala ME, mais aussi les liens de Simon sur l'Emlist. Donc voilà, je te laisse la parole, Simon. Eh ben, c'est parti. Et puis, oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, évidemment, tous ceux qui voudront avoir accès à la présentation, pas de souci, je pourrais te la transférer à Alice et que tu Ouais, puisses la retransférer directement derrière. génial, super.
Bah, Euh, écoute, je m'éclipse et je reviens je suis dans les commentaires, hein, si vous avez des questions, je suis là. ouais, t'hésites vraiment pas à me couper, hein, puisque de toute façon, je vois pas du tout ce qui se passe, donc n'hésite pas à me couper s'il y a des questions et qu'on doit en parler pendant la présentation. Aucun problème. Alors, juste avant de commencer, quand même, je pense que c'est important que je me présente un tout petit peu. Moi, je travaille chez Lemlist depuis cet été. Je m'occupe de toute la partie business développement, donc commercial finalement, sur les grands comptes et les grosses entreprises chez Lemlist. Et pendant les 2 années qui ont précédé mon arrivée chez Lemlist, j'avais une agence d'acquisition B2B. Et d'ailleurs, vous verrez qu'aujourd'hui, même s'il y a des cas d'application B2C, de manière générale, notre outil, notre manière de faire est parfaitement adaptée au monde du B2B. Pour la partie prospection en particulier. Et donc, tout simplement, pour redonner un peu de contexte, j'ai rejoint Lemlist après avoir utilisé l'outil pendant 2 ans, donc en étant quand même assez convaincu avant même de rejoindre l'équipe que le potentiel de ce qu'on faisait ici chez Lemlist était vraiment énorme. Et voilà un petit peu l'histoire de comment est-ce que je me retrouve à discuter avec vous aujourd'hui. Pour présenter rapidement Lemlist, pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, nous, ce qu'on est, alors là, c'est des mots anglais, mais c'est un outil d'outreach automation cross-canal. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est de la prospection automatisée sur différents canaux. Donc aujourd'hui, avec Lemlist, vous allez pouvoir automatiser toute votre prospection par email, sur LinkedIn, au téléphone et évidemment sur d'autres canaux si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, on est les seuls à proposer entièrement le fait d'avoir dans un même scénario, une même séquence d'acquisition, la partie email et la partie LinkedIn. On est une startup encore, même si maintenant on est à peu près 25 dans l'équipe, entièrement autofinancée. Donc, on n'a jamais levé de fonds. Et aujourd'hui, après 3 ans d'existence, on a atteint environ un peu plus que 4 millions de dollars d'ARR. Alors, l'ARR, c'est du chiffre d'affaires annuel récurrent, puisqu'on fonctionne sur un système d'abonnement. Donc, on parle d'ARR, mais on a atteint donc les 4 millions d'ARR avec une équipe entièrement en remote. C'est-à-dire que nous, la moitié de l'équipe chez Lemlist aujourd'hui est à l'étranger et la moitié est en France. Et on est présent dans à peu près 100 pays avec environ 10 000 clients. Et je vous invite tous, en tout cas à tous ceux qui veulent vraiment pousser ce sujet encore plus loin, à rejoindre notre communauté sur Facebook qui s'appelle The Lemlist Family. Donc, vous aurez le lien ici dans la présentation, où vraiment on va avoir à peu près 10 000 clients à nous et aussi des gens intéressés par le sujet qui partagent leurs meilleures pratiques. Et c'est une communauté qui est vraiment très active, où il doit y avoir jusqu'à 15 ou 30 posts tous les jours de nos utilisateurs et aussi de gens intéressés par le sujet. Donc, si c'est des sujets que vous souhaitez pousser pour votre projet et dans lesquels vous souhaitez vraiment monter en compétences, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Vous verrez qu'il y a toujours de très bonnes infos à récupérer. L'autre particularité de notre équipe, c'est qu'elle est composée, que ce soit des départements marketing, sales, à 100% d'experts de la vente. Aujourd'hui, sur le groupe Facebook dont je vous ai parlé, toutes les semaines, on fait des webinars en direct avec des références de la vente au niveau mondial et au niveau français. Donc, toutes les semaines, vous avez un nouveau webinar présenté par Guillaume, mon CEO, que vous voyez sur l'image. Et on est également tous formateurs dans les différentes écoles de business développement en France et à l'étranger. Donc en France, peut-être que certains connaissent Iconoclast, Rocket School. Et enfin, et là pour le coup, c'est peut-être ce que je vous recommande le plus à tous ceux qui vont se lancer dans l'utilisation de Lemlist ou d'outils de ce genre-là, c'est qu'on a un blog vraiment rempli d'articles qui n'ont aucun autre intérêt que de vous apporter de la valeur et des choses très actionnables à mettre en place. Le très bon exemple que j'ai à vous donner sur ça, c'est que lorsque j'ai lancé mon agence il y a bientôt 3 ans, 80% de ce que j'ai appris au début, je l'ai appris grâce au blog de Lemlist. Donc vraiment, pour tous ceux qui veulent pousser l'utilisation et vraiment créer un nouveau canal d'acquisition avec Lemlist, vous allez trouver beaucoup de choses très intéressantes sur notre blog. Pour donner un tout petit peu de chiffres avant et que vous compreniez le potentiel de l'outil Lemlist avant même qu'on commence à parler des bonnes pratiques, je voulais vous montrer 2 exemples de résultats que nos clients ont pu atteindre avec Lemlist. La première que vous voyez en haut, c'est une campagne pour une agence qui vendait des services de SEO avec des tickets d'entrée au-delà de 10 000 euros. Et l'autre campagne que vous voyez ici, c'est une campagne pour du logiciel, donc au format abonnement, avec des tickets d'entrée à 99 $ par mois. Je voulais vous montrer ces 2-là parce que je pense que c'est hyper intéressant de se rendre compte des résultats qui sont possibles d'être atteints. Typiquement, dans ce premier-là, vous voyez que pour les tickets d'entrée à 10 000 euros, avec 24 personnes contactées, notre client a décroché 7 rendez-vous. Donc, vous avez le nombre de personnes contactées au début, le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de réponse et le taux d'intéressé. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le taux d'intéressé. Et pour la campagne sur du SaaS, donc là qui était beaucoup plus volumique, sur 2000 personnes contactées, notre client avait généré presque 230 rendez-vous.
Donc, ça vous permet de vous montrer le potentiel d'un outil que, une fois que vous aurez créé vos premières séquences, une fois que vous aurez lancé la machine, tout ça, ça se fait de manière entièrement automatique et c'est vraiment un canal d'acquisition à part entière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur le secteur B2B, c'est sans aucun doute le canal avec le plus fort retour sur investissement. Parce que typiquement, là, pour les deux résultats que vous voyez là, ça découle de chez nous d'un abonnement à 50 € par mois. Donc, on n'est pas du tout sur des budgets immenses à lancer. Évidemment, il y a une montée en compétences à avoir pour bien utiliser l'outil. Mais si vraiment vous avez la volonté pour votre projet de l'utiliser et d'aller loin dans son utilisation, voilà typiquement le genre de résultat que vous êtes capable d'atteindre. Aujourd'hui, il y a 4 aspects que je voulais vous montrer, si on arrive à aller jusqu'au bout. Le premier qui va être un chouïa, qui est très imagé, mais qui est un chouïa plus technique, c'est toute la partie délivrabilité. Évidemment, quand vous envoyez des séquences d'email ou peu importe sur lequel canal vous allez envoyer, c'est super important de faire en sorte que vos emails arrivent dans la boîte de réception principale de votre prospect. Puisque si vous envoyez des séquences et que vos emails tombent en spam, bah, tous les efforts que vous aurez faits pour faire une belle segmentation, pour écrire vos messages, tous ces efforts, finalement, ils vont tomber à l'eau. D'où l'importance, et c'est ce qu'on va regarder en premier, de faire en sorte que vraiment vos emails arrivent au bon endroit dans la boîte mail de vos prospects, c'est-à-dire l'onglet principal. Ensuite, la deuxième partie qu'on va regarder, c'est vraiment comment obtenir des réponses. Donc là, on va être axé un petit peu plus sur la partie copywriting. Et le copywriting, vraiment, entre guillemets, c'est l'art d'écrire des messages qui obtiennent des réponses. Et la troisième partie va être relativement liée à celle-ci, puisqu'on va parler des 5 niveaux de personnalisation. Aujourd'hui, quand on fait des séquences d'emails, pour parler de l'email, on peut faire différents niveaux de personnalisation qui vont prendre plus ou moins le temps à mettre en place, mais qui par contre vont avoir des résultats très différents selon le niveau de personnalisation qu'on utilise. Donc l'idée, c'est que je puisse vous faire un petit brief assez rapide des 5 niveaux de personnalisation qui sont possibles. Et le dernier point qu'on regardera, c'est que au-delà de toute cette partie délivrabilité, d'écrire des emails qui obtiennent des réponses, il est super important au début d'arriver avec une stratégie quand on commence à faire du cold email et pas seulement d'envoyer le même email à 3000 personnes différentes. Donc là, on va parler de toute la partie A/B testing, de l'art du testing de manière générale, qui va vous permettre assez rapidement, quand vous commencez à prospecter de cette manière-là, d'obtenir des résultats qui sont vraiment très intéressants. Le premier, ça va être comment à coup sûr tomber dans l'inbox. Donc là, vraiment, c'est une checklist en fait de critères à suivre pour faire en sorte que quand vous envoyez des emails, bah, vous allez arriver dans la boîte principale de votre prospect. Le premier, et ça c'est surtout pour ceux qui auront déjà eu l'occasion de voir des séquences qui ont été envoyées, ou alors lors de vos premières séquences, voilà les 2 chiffres qui vont vous dire que votre domaine, donc votre nom de domaine, n'est pas en blacklist par exemple. Le chiffre minimum que vous devez avoir en taux d'ouverture, ça va être environ 50%. Si vous êtes en dessous de 50% dès le début, ça veut sûrement dire qu'il y a un problème avec votre domaine. C'est-à-dire que potentiellement, vous êtes dans des blacklists puisqu'il y a peut-être eu des mauvaises pratiques qui ont été faites avant. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour reprendre un nouveau domaine ou alors nettoyer, on va dire, ce domaine-là. Et l'autre métrique qui est très intéressante à lire, c'est le nombre de réponses, le taux de réponse. Donc celui-ci, il faudrait qu'il soit dans l'idéal au-delà de 5%. Si vous avez des campagnes qui font plus de 50% de taux d'ouverture et plus de 5% de taux de réponse, ça veut dire qu'a priori, vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez continuer à monter en compétences. Mais en dessous de ces chiffres-là, potentiellement, le problème ne viendra pas de votre email, de votre objet ou de votre segmentation. Il va plutôt venir de conséquences techniques liées à votre domaine. Un autre point qui est hyper important, c'est que toute la partie segmentation, toute la partie copywriting, donc écriture des emails, elle doit absolument découler de la création de votre persona. Le persona, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec la notion, c'est vraiment le profil de votre client idéal. Donc, de savoir exactement quel est son poste, dans quelle industrie, quels sont ses objectifs pour l'année qui va arriver. Et l'idée, en fait, en créant un persona le plus précis possible, c'est que ça va vous permettre, du coup, d'écrire un mail qui sera également le plus précis possible et qui va vraiment résonner dans son esprit quand il va le lire. Donc, tout part de là. Et le premier travail qu'il faut faire quand on commence à faire une séquence d'email, c'est de travailler son persona, puisque tout va découler de la création du persona.
Comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, aujourd'hui, utiliser simplement le prénom de son prospect quand on fait un email, ça ne suffit plus. Évidemment que si vous faites ça et que vous envoyez un email à 3000 personnes, bah, vous allez avoir quelques réponses. Mais par contre, aujourd'hui, et notamment avec les possibilités qu'on a de scrapping ou les informations qu'on trouve sur LinkedIn, par exemple, il y a énormément d'infos que vous pouvez récupérer et réutiliser dans votre email pour rajouter plusieurs niveaux de personnalisation. Et de manière générale, les statistiques montrent que plus vous allez monter en niveau de personnalisation, plus le taux de réponse va être élevé. Et vraiment, c'est le point le plus important, c'est d'avoir des beaux taux de réponse. Donc, je vous encourage à faire le plus de personnalisation possible avec les informations que vous avez. Évidemment, quand on fait du cold emailing, quand on utilise Lemlist ou un autre outil du genre, l'idée, c'est pas du tout de faire de la masse, de faire du volume. L'idée, c'est surtout de donner l'impression à votre prospect que le mail qu'il reçoit dans sa boîte mail, vous l'avez envoyé à lui et uniquement à lui. Et c'est pour ça que votre email provider, donc que ça soit Gmail ou que ça soit Outlook, que ça soit Exchange, tous ces email providers qui sont les plus répandus, ils mettent en place des filtres anti-spam. Et c'est des filtres qui vont trier les comportements humains des comportements qui paraissent robotiques. Donc, l'intérêt, là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de paramétrer correctement votre compte Google ou Outlook. C'est d'envoyer en fait un signal positif à votre email provider pour lui montrer que vous êtes une vraie personne qui envoie des vrais emails et que vous n'êtes pas en train d'automatiser. Par exemple, une newsletter où vous allez pouvoir envoyer 5000 emails en une journée, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait chez Lemlist, où nous, le but de notre algorithme et de notre manière de vous présenter la plateforme, c'est de reproduire le plus possible un comportement qui soit humain. Alors là, je l'ai mis en anglais. En gros, là, l'idée, c'est de garder le taux de rebond qui soit le plus bas possible. Le taux de rebond, c'est très simple. C'est si sur 100 adresses email, vous avez 25 adresses email qui ne sont pas les bonnes dans votre base de prospection, vous allez avoir 25% de taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est le taux de mauvaises adresses email que vous avez dans votre base de données. Encore une fois, comme je vous expliquais, les algorithmes qui vont trier le spam et les emails qui vont dans la boîte principale, ils vont trier les comportements humains et pas humains. Et c'est vrai qu'un humain n'enverrait jamais 100 emails, dont 25 qui sont sur des adresses email qui n'existent pas. Donc, c'est super important qu'au début, quand vous faites vos premières séquences, il faut toujours faire en sorte que les adresses email soient bonnes. Il y a plein d'outils qui permettent de vérifier, comme Bouncer par exemple, qui permettent de vérifier la validité des adresses email de vos prospects pour faire en sorte justement que votre taux de rebond soit le plus bas possible et du coup que ça n'abîme pas votre délivrabilité. Évidemment, comme je vous disais, et je reviens un peu à ce que je disais juste avant, quand on fait du cold email avec un outil comme Lemlist, on fait vraiment un email entre deux personnes, entre vous qui prospectez et votre prospect. Donc, on n'utilise jamais les adresses email nominatives, pas nominatives, pardon, comme contact@lemlist.com ou alors hello@lemlist.com. Non, on utilise vraiment une vraie adresse email. Donc, par exemple, simon.brossard@lemlist.com. L'idée, c'est que quand votre prospect il va voir son email arriver dans sa boîte mail, il doit vraiment avoir l'impression que vous lui avez envoyé un email à lui. J'ai marqué pas de HTML. Là, l'idée, c'est qu'on ne fait pas de la newsletter. Donc, il y a des outils comme Mailchimp, par exemple, qui peuvent avoir des très bons résultats sur la partie newsletter. Mais là, nous, vous voyez que sur la partie droite, l'email, il doit ressembler à un vrai email. Donc, on ne va pas mettre de HTML dans votre mail. On ne va pas mettre d'image. On ne va pas mettre de gros boutons. On ne fait pas de la newsletter. On fait vraiment du cold email. Sur la partie signature, et ça, c'est vraiment quelque chose que je crois… Simon. Oui, dis-moi. Je te coupe, il y a une question qui est intéressante et qui est en rapport avec justement ce dont tu es en train de parler. Donc, Eric qui demande comment vérifier si l'adresse, justement, elle existe. Tu as parlé d'un outil, il me semble. Oui, bien sûr. Alors, il y en a beaucoup qui existent sur le marché. Celui que je peux vous conseiller, parce que je l'utilise beaucoup, ça s'appelle Bouncer. Donc, c'est B-O-U-N-C-E-R. B-O-U-N-C-E-R. Ok, je le note dans les commentaires. B-O-U-N-C-E-R. Et si tu veux, Alice, je pourrais te transmettre un lien qui le présente en français, qui est très bien. Comme ça, tu pourras le transmettre à ceux qui l'intéressent. Et effectivement, c'est super important, quand on a créé sa base de prospection, de le passer dans un outil comme ça. Et ce que va faire Bouncer, en fait, c'est qu'il va vous classifier les adresses email par sûr à 99%, peu sûr ou très risqué. Et ce qu'il faut faire, il faut garder que celles qui sont sûres à 99%.
D'accord, ok. Ça Un, marche. un beau taux de rebond, il ne doit jamais dépasser 5%. Donc, sur 100 adresses email, il ne faut pas que vous ayez plus que 5 adresses email qui ne soient pas bonnes. Ok, super. Ok. Il y avait Nathalie qui disait comment vérifier l'authenticité du mail. Je ne sais pas si ça rejoint un petit peu la question C'est d'Eric ou… ouais, c'est exactement ça en fait. Là, pour le coup, pareil. il y a des outils qui permettent de le faire, qui vont tester les adresses email pour voir si elles sont bonnes ou pas. Et c'est super important, notamment quand on commence. C'est une erreur que je remarque assez souvent, où on se retrouve avec des taux de rebond de 30 ou 40% parce qu'on n'a pas vérifié son adresse email. Ça va coûter une poignée d'euros de faire vérifier, par exemple, le 1000 emails. Mais par contre, derrière, sur la réputation que ça va donner à votre domaine, c'est hyper important de le faire. Carrément, je te rejoins là-dessus. Et Nathalie qui dit oui, merci. Donc, ça répond bien à sa question. C'est top. Je te laisse continuer. Ouais, ça roule. Du coup, l'autre point qui était important, c'est la signature. Aujourd'hui, la signature de votre email, elle n'est pas là pour remplacer le corps de votre email. Typiquement, sur la partie droite de l'écran, et c'est comme ça que ma signature est faite aussi, le seul lien qu'il va y avoir dans ma signature, c'est le lien vers le site web lemlist.com. Je ne vais jamais remplacer le corps de mon email, donc là où vraiment j'ai mon message, où j'ai travaillé mon copywriting, par plusieurs liens dans mon email, des awards que j'ai pu recevoir à l'entreprise, etc., etc. Vraiment, le but, c'est de garder le message, le fond de votre email. Il est dans le corps de l'email, il n'est pas dans votre signature. Donc, ne mettez pas des images, ne mettez pas 3 ou 4 liens différents, ne mettez pas tous vos réseaux sociaux. Si votre prospect il est intéressé par la manière dont vous présentez le problème dans l'email, il va être curieux et il va aller voir votre site web par lui-même. Mais le but, c'est vraiment que ça ne remplace pas le fond de votre message. De manière générale, que ça soit dans l'objet ou dans le cœur de l'email, il faut éviter au maximum tous les mots qu'on appelle un peu spammy, tous les mots qui vont faire penser à ce que c'est du spam. Donc les 100% gratuits, urgent, offre limitée dans le temps, tout ça, c'est des choses qui vraiment font très, très publicité, très marketé. Et aujourd'hui, de plus en plus, les email providers comme Gmail, Outlook, dès qu'ils vont voir ce type de mots-là dans vos emails, ils vont avoir tendance à vous envoyer directement dans l'onglet spam. Donc, il faut vraiment ne pas utiliser ces mots-là, encore moins dans l'objet, mais même dans le corps de votre email. Il faut vraiment éviter au maximum tous ces mots qui sont un peu des alertes rouges pour les algorithmes qui trient entre le spam et la boîte principale. Un autre point hyper important, et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne fait pas de la newsletter. Donc, quand on utilise un outil de cold emailing, la bonne pratique, c'est de ne pas dépenser pour chaque adresse, ne pas dépasser, pardon, pour chaque adresse email, ne pas dépasser les 100, 150 emails envoyés par jour. Okay, vraiment, l'idée, c'est de ne pas envoyer 1000 emails d'un jour sur une même adresse email, parce que là, ce qui va se passer, c'est que votre email provider, il va très vite se rendre compte que vous êtes en train d'automatiser les choses. Et donc, du coup, il va envoyer vos prochains emails dans l'onglet spam. Malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe avec ça, si vous le faites pendant 3 jours à envoyer 1000 emails par jour, après, votre domaine, il est abîmé pendant très longtemps. Et la seule solution pour recommencer sur des bases saines, c'est de prendre un nouveau domaine et de le réchauffer, etc. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est il vaut mieux la première semaine envoyer 40 emails par jour, la deuxième semaine envoyer 60 emails par jour et arriver tout doucement jusqu'à 150 par jour, plutôt que de vouloir aller plus vite et de griller les étapes et du coup d'abîmer sa délivrabilité sur le long terme. Ce qui va se passer si vous faites ça, c'est que vous allez vous retrouver avec des campagnes qui font 20% d'ouverture, alors que de manière générale, avec Lemlist, quand on fait les choses correctement, il est tout à fait possible d'avoir systématiquement des taux d'ouverture qui vont être au-dessus de 70%. Simon, il y a une petite question de Frédéric qui demande est-ce que les emails envoyés individuellement qui rebondissent ont-ils le même effet négatif qu'une liste d'emails en cas de rebond? Bien sûr, la grosse différence, ouais, tout à fait. En fait, il faut toujours garder à l'esprit que qu'est-ce qui est un comportement humain d'un comportement pas humain. Alors évidemment, quand on envoie un email à la main sur une mauvaise adresse email, c'est un peu moins grave parce que tu n'en as envoyé qu'un. Par contre, si tu as une base d'email avec 500 emails et que là, il y en a 200 qui ne sont pas bons, eh ben là, pour le coup, ton email provider, il ne va pas du tout aimer et potentiellement, il va ensuite te faire passer dans les spams. Donc, ce n'est pas très grave de faire l'erreur, d'avoir moins de 5% de manière générale, ce n'est pas très grave, mais c'est à partir du moment où on fait ça systématiquement et avec du volume que ça commence à poser des problèmes. Ok, merci Simon. Et l'autre point qui est hyper important par rapport au volume, ça va être la régularité. C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une adresse email qui envoie 5 emails par jour à dès le lendemain envoyer 200 emails par jour.
Non, on essaie vraiment d'avoir un ramp-up, d'avoir une progression qui soit incrémentale, avec, comme je vous disais, la première semaine, 20 ou 30 emails par jour, la semaine d'après, 40 ou 50, jusqu'à arriver à 150 pour vraiment avoir une vraie montée en charge progressive. Le point aussi qui est important, c'est d'avoir un bon ratio entre le nombre d'emails envoyés et le nombre d'emails reçus. Encore une fois, un humain qui enverrait des emails à la main, on va dire, s'il envoie 100 emails, il va avoir beaucoup plus que 3 réponses. Il va avoir entre 50 et 70 réponses parce que c'est des emails qu'on fait à la main. Ça, la plupart des outils sur le marché ne vous aident pas pour résoudre ce problème-là. Chez Lemlist, on a une fonctionnalité unique qui s'appelle Lemwarm, qui va en fait tous les jours, à partir du moment où vous l'avez activé, ça va envoyer des emails entre votre adresse email et les adresses email d'autres clients à nous. Ces emails vont être automatiquement répondus et quand ils tombent dans les onglets spam, ils vont être replacés dans la boîte principale. Ça veut dire que quand vous utilisez Lemlist pour faire vos campagnes, tous les jours, quoi qu'il arrive, vous allez recevoir 50 réponses dans votre boîte email de manière totalement automatique venant des différents domaines de nos clients. Et donc là, l'idée, c'est de toujours garder un ratio qui soit le plus équilibré possible entre le nombre d'emails envoyés et le nombre d'emails reçus. Je rebondis encore une fois pour la partie newsletter. Aujourd'hui, quand on envoie une newsletter, Mailchimp, par exemple, va vous proposer d'envoyer 5000 emails dans une matinée si vous le voulez. La différence majeure, c'est que tous ces emails, quand vous passez par des outils comme Mailchimp pour faire des newsletters, tous ces emails vont être envoyés depuis les serveurs de Mailchimp. C'est-à-dire que c'est des serveurs qui sont partagés avec des centaines de clients, qui sont identifiés comme des serveurs qui font de la promotion. Donc, ce qui va se passer, c'est que vos emails, ils ne vont pas tomber dans la boîte principale, ils vont souvent tomber dans l'onglet promotion de vos clients. Et ce qui se passe avec Mailchimp, une bonne newsletter, allez, va atteindre, on va dire dans les meilleurs cas, vous allez atteindre entre 40 et 50% de taux d'ouverture. Mais de manière plus générale, quand on fait une newsletter, on se retrouve avec des taux d'ouverture de 15 à 20%. Avec Lemlist, la différence, c'est qu'on est connecté directement à votre email provider, à votre compte sur Gmail ou sur Outlook. Et du coup, on envoie les emails au fur et à mesure de la journée. Donc, par exemple, si j'envoie 150 emails entre 9h et 18h le soir, il y a un email qui va partir toutes les minutes et demie pour reproduire un comportement humain. Et c'est comme ça que nos clients arrivent à atteindre des taux d'ouverture qui sont systématiquement au-delà de 60% et qui peuvent monter jusqu'à 90 ou 95% dans certains cas. Donc, la vitesse d'envoi est hyper importante. Le point dont je veux vous parler maintenant, c'est en lien avec la RGPD. En prospection B2B, la RGPD dit 2 choses principales. La première chose qu'elle dit, c'est quand vous prospectez des gens, il faut qu'ils aient un intérêt potentiel pour le service ou le produit que vous leur vendez. Donc, si je fais un logiciel de gestion des ressources humaines et que je contacte des directeurs communication, pour le coup, je ne suis pas vraiment aligné avec la RGPD parce qu'il n'y a aucun intérêt pour la personne que je vais cibler. Donc, c'est la première chose à faire gaffe en RGPD, c'est contacter des gens qui peuvent être intéressés par ce que vous proposez. Et l'autre point qui est hyper important en RGPD, et ça c'est expliqué noir sur blanc, il faut toujours laisser une option claire et facile d'accès à votre prospect pour sortir de la séquence. Donc là, vous voyez, je l'ai mis ici dans l'exemple. Vous avez sur Lemlist, vous avez un bouton qui permet de créer le lien très facilement. Sur tous les outils, je pense que c'est comme ça, puisque de toute façon, légalement, vous êtes obligé. Il faut toujours mettre un petit bouton en bas de votre email qui va dire si vous voulez ne plus recevoir mes emails, vous pouvez cliquer ici. Il faut savoir, et là, je vous parle de pratiques que moi, j'utilise depuis bientôt 3 ans maintenant, que ça reste une zone relativement grise. Je pense que quand on est capable de travailler ses emails suffisamment bien, le prospect ne va pas se rendre compte que c'est automatisé. Et le fait de mettre un lien dès le début dans votre séquence, potentiellement, ça va tout de suite faire comprendre à votre prospect que c'est automatisé. Donc moi, aujourd'hui, la manière dont c'est que j'ai des séquences qui vont faire, on va dire, entre 5 et 6 emails qui vont partir sur 40 jours. Je ne mets pas le lien pour se désinscrire avant le 2e ou le 3e email. Tout simplement parce que je ne veux pas gâcher l'effet du copywriting que j'aurais fait au début. Cependant, il faut toujours laisser une option claire à votre prospect de se désinscrire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre un PS en bas de votre email en disant quelque chose du genre si ce n'est pas le bon moment pour discuter, n'hésitez pas à me le dire et je vous recontacterai plus tard. Ou alors, je vous recontacterai plus. Ça permet de transformer en fait et d'être un peu sur la ligne
je ne sais pas trop si ça se dit, mais sur la ligne grise entre le fait de mettre un lien qui tout de suite va faire comprendre à votre prospect que c'est automatisé versus le fait de laisser une option en lui proposant, en lui disant répondez-moi si ce n'est pas le bon moment pour vous contacter et je vous laisserai tranquille. Il a toujours une option claire pour le faire, mais ça évite de mettre ce lien qui fait vraiment très automatisé. Sur la partie délivrabilité, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions, Alice ? Alors, du coup, non, il n'y a pas eu d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des questions. Moi, je suis là dans les commentaires, je regarde. Donc, je te propose qu'on continue, Simon. Et puis, c'est il y aura parti. peut-être plus de questions à la fin. Ouais, top. De toute façon, je pense que je regardais le timing et je vais voir comment j'arrive à dérouler. Je pense que la partie testing, je pourrais donner accès à la présentation, mais que ce sera peut-être plus intéressant qu'on prenne le temps d'avoir des échanges. On va voir selon le timing. OK ? Tout à fait. Ça marche, Simon. Alors, cette deuxième partie, et qui est ma préférée, parce qu'on parle vraiment de la partie la plus intéressante dans le cold emailing, qui va être comment écrire des emails qui obtiennent des réponses. L'idée, c'est que je vous parle un petit peu de la structure parfaite d'un cold email. Donc, on va parler objet et phrase d'intro, qui est en fait la première ligne. Dans le corps de l'email, il y a 2 points qui sont importants. C'est pourquoi moi et pourquoi maintenant. C'est ce que vous devez faire comprendre à votre prospect quand vous le contactez. Évidemment, un point également très important, c'est la proposition de valeur, où on va voir que même pour un même service, selon différentes cibles, la proposition de valeur va être très différente. Et enfin, on va parler de la partie de bas d'email, ou en tout cas du reste de la séquence qui va être l'appel à l'action. Alors, ce qu'on appelle le CTA, le call to action, c'est la question que vous allez poser en bas de votre email pour pouvoir décrocher un rendez-vous, par exemple, de comment donner de la crédibilité à votre email ou à votre séquence, et de comment également vous pouvez utiliser le PS, qui est une arme supplémentaire que vous avez dans la rédaction de vos emails. Aujourd'hui, ce qui se passe quand vous faites de la prospection et que vous envoyez des emails, c'est que 80% des gens, ou peut-être un petit peu moins de 80%, mais au moins les 2/3, la première chose qu'ils vont voir de votre email, c'est une notification sur leur téléphone. Et sur cette notification, ils vont voir 3 éléments. Ils vont voir votre nom et votre prénom, ils vont voir votre objet et ils vont voir la première ligne. Alors, votre nom et votre prénom, vous ne pouvez pas le changer, a priori. Donc, finalement, il n'y a que 2 éléments sur lesquels vous allez pouvoir influer qui vont faire que votre email il va être ouvert ou il ne va pas être ouvert. Et ça va être l'objet et ça va être la première ligne. Donc, c'est vraiment les 2 choses que vous pouvez modifier et qui feront en sorte que votre taux d'ouverture va être élevé. Pour les objets, alors il y a plein de manières et puis il y a plein d'écoles différentes, on va dire, sur les objets. Il y en a qui disent qu'il faut énormément travailler son objet par rapport au persona pour mettre le mot-clé qui va bien correspondre à son persona. Et c'est vrai, évidemment, si vous faites un objet qui est hyper bien travaillé, sur lequel vous bossez pendant une journée complète pour le trouver, potentiellement, vous allez trouver des choses cool et ça va bien marcher. Mais dans tous les tests que je fais, je peux vous donner un objet que j'utilise depuis 2 ans et demi qui ouvre systématiquement au-delà de 70%. Ça va être intro, first name, company name. Donc, par exemple, pour moi, ça serait intro, Simon, lemlist, avec un X et le nom de ma société. Donc, c'est des objets qui sont très simples. Alors, ça marche aussi avec partenariat. Okay, si je mets partenariat, koalame-lemlist, je ne sais pas ce que tu en penses, Alice, mais je pense que tu l'ouvrirais, cet email, si je te prospectais avec ça. Mais tout ça pour dire que… Ouais, je valide. Tout ça pour dire que mon conseil, si vous commencez sur ça, ne vous prenez pas la tête pendant une demi-journée à trouver l'objet parfait. Intro, company name, tirez le nom de votre entreprise, ou alors partenariat, company name, tirez le nom de votre entreprise. C'est des choses qui vont marcher, qui marchent depuis longtemps et qui continuent de marcher. Donc, je vous invite à pas trop vous prendre la tête sur ça au début. Évidemment, il y a d'autres idées à avoir, mais ça peut très bien marcher. Il y en a un autre qui marche très bien, notamment dans la période qu'on vit actuellement. Ça va être café virtuel, point d'interrogation. Pourquoi pas rajouter le prénom pour personnaliser un petit peu plus. Mais c'est des choses qui font très conversationnelles finalement et qui font que dans l'esprit de votre prospect, il ne va pas avoir l'impression qu'on est sur quelque chose d'automatisé ou de publicitaire. Donc, gardez cet esprit. Le fait d'avoir un ton conversationnel dans votre objet, dans votre première ligne, c'est des choses qui font que votre email va être ouvert. Et pas hésiter aussi, enfin après, je ne suis pas une pro du domaine, mais je pense à Pierre-André qui est responsable marketing chez nous, qui a eu beaucoup d'audace dans un objet de mail et comme quoi ça a payé puisqu'on voulait absolument contacter
quelqu'un, un CEO d'une boîte où on s'est dit le mec il va être débordé d'emails, donc il faut absolument qu'on fasse la différence. Et l'objet du mail, c'était qu'est-ce que tu fous avec le prénom de la personne en question. Et le mec il l'a tout de suite ouvert quoi, parce que du coup il s'est dit oh, c'est quoi ça. J'avoue que je peux vous donner aussi, et vraiment je trouve qu'il y a un équilibre hyper important, et cette partie objet elle est intéressante. Il ne faut pas rentrer, parce que moi là je peux tous vous donner un objet d'email qui va être ouvert à 99%. Vous mettez rupture conventionnelle, first name, point d'exclamation, et je vous promets que 99% des gens qui vont recevoir cet email, ils vont l'ouvrir. Mais il y a toujours en fait un équilibre entre ne pas vouloir être déceptif dans sa démarche par rapport à ce qu'il y a dans l'email. Donc forcément, vouloir optimiser absolument son taux d'ouverture, c'est facile. Il y a plein d'objets qui vont être ouverts à 100% quasiment, sauf que derrière, ce qui se passe, c'est que vous allez vous retrouver avec un corps d'email qui n'a rien à voir avec ça. Et ça m'est arrivé, j'ai fait l'erreur au début de vouloir jouer avec ça. Ça m'arrive de me prendre un peu des réponses avec un langage très fleuri. Donc, je vous le déconseille, ce n'est pas très agréable. Donc, c'est toujours vraiment un bon équilibre entre le fait d'être intriguant, conversationnel et de correspondre aussi à ce qu'il va y avoir dans l'email pour pas que ça soit trop dérangeant. C'est vrai. Donc là, c'est ce que je vous disais, que vraiment les 3 parties qui vont être importantes, c'est le nom de l'expéditeur, mais ça, vous ne pouvez pas le changer, l'objet et la phrase d'intro. Et là, pour le coup, c'est une démarche que j'utilise maintenant depuis un peu plus de 6 mois, qui a des super résultats. Je pense qu'encore aujourd'hui, très peu de personnes l'utilisent. Dans mes mails de prospection, depuis 6 mois, je ne dis plus bonjour. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'on appelle l'approche de l'interruption de pattern. 99% des gens, quand ils font des emails de prospection, ils vont mettre bonjour prénom ou bonjour monsieur nom de famille. Donc, quand on a l'habitude de se faire prospecter et qu'on reçoit un email de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et en plus où il y a écrit bonjour monsieur Brossard, inconsciemment, on va tout de suite comprendre que c'est potentiellement un email de prospection. Donc, une approche totalement différente que vous pouvez utiliser, ça va être, comme je vous l'ai marqué en bas, j'ai découvert hier le blog de Company Name, etc., etc. Ou alors, j'ai découvert votre profil, prénom, virgule, j'ai découvert votre profil sur LinkedIn hier, etc., etc., etc. Rien ne vous empêche, je zozote, de mettre bonjour un peu plus bas dans votre email. Mais par contre, et pour vous donner un exemple, c'est que moi, je ne dis pas bonjour dans mes emails. Et jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas fait insulter parce que finalement, dans le ton que j'amène la chose, c'est beaucoup plus conversationnel. Et si moi, je reçois un objet avec écrit café virtuel Simon, point d'interrogation, et que je vois que la première ligne sur mon téléphone, c'est j'ai découvert ton profil, Simon, j'ai découvert ton profil sur LinkedIn, etc., etc., je peux vous promettre que j'ai l'habitude des emails de prospection et pourtant cet email, je vais l'ouvrir parce que j'aurai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui me contacte individuellement et non pas un message de groupe. Ensuite, on passe à la partie corps de l'email. Okay, une fois qu'on a réussi à faire ouvrir l'email avec l'objet, la première ligne, une fois qu'on a donné envie au prospect de lire l'email, il va être super important de faire passer son message de manière hyper claire et je rajouterais même de manière concise. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on analyse chez Lemlist, il y a des millions de campagnes, des milliers de campagnes qui sont envoyées toutes les semaines par nos clients. Il faut absolument ne pas faire des emails de 30 lignes. Normalement, en une ligne d'intro, 3 lignes sur votre message et une ligne de call to action, donc vraiment la question que vous posez à la fin, vous devez faire passer votre proposition de valeur. Pourquoi est-ce que vous contactez la personne et pourquoi est-ce que vous la contactez maintenant? Et le pourquoi moi, pourquoi maintenant, il découle systématiquement du travail que vous avez fait sur votre persona au tout début. C'est pour ça que je vous disais que c'est hyper important ce travail de persona, parce que si vous savez à qui vous vous adressez, tout devient plus simple derrière. Ça sera beaucoup plus simple pour vous d'écrire votre message, de lui faire passer un message de la manière dont vous le souhaitez. Donc, c'est hyper important. Au début, faites un vrai travail sur votre persona. Il y a plein de templates en ligne qui vont vous donner un peu les grandes cases à remplir pour pouvoir ensuite, derrière, avoir un message qui directement va percuter dans l'esprit de votre prospect. On passe à la dernière partie du corps de l'email, ça va être la proposition de valeur. Votre proposition de valeur, c'est vraiment la valeur que vous allez apporter à telle cible. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner l'exemple de Lemlist. Du coup, c'est assez simple pour moi. Aujourd'hui, si je vends Lemlist à un responsable commercial,
je vais lui dire que c'est un outil qui va te permettre de construire une équipe de commerciaux qui va atteindre ses objectifs à la fin de chaque trimestre. Par contre, si je vends l'Emlist à un business developer, à un commercial, je vais lui dire l'Emlist, c'est un outil qui va te permettre de prendre beaucoup plus de rendez-vous avec des prospects qualifiés. Donc là, je pense qu'on se rend bien compte que le message est totalement différent et pourtant, je vends la même solution. Et donc, c'est super important. Et encore une fois, on redécoule de votre persona. Vous allez pouvoir construire une proposition de valeur pour votre service ou votre produit ou votre logiciel. Vous allez pouvoir construire une proposition de valeur qui va être différente selon la personne à qui vous le contactez. Et je me rends compte que dans 90% des cas, les gens ne font pas l'effort de réfléchir à cet axe-là et à le modifier pour que vraiment, quand vous contactez telle cible qui correspond à votre persona, vous avez une proposition de valeur qui est adaptée à cette cible et qui va être liée aux objectifs de cette personne. On voit bien que l'objectif d'un directeur commercial, c'est d'avoir une équipe commerciale qui atteint ses objectifs. Et l'objectif d'un commercial, c'est d'avoir le plus de rendez-vous possible avec des prospects qualifiés. Donc, je vais vraiment adapter la manière dont je présente la plus-value de mon service à la personne avec qui je vais discuter. Un autre point qui est hyper important sur la proposition de valeur, c'est on se concentre toujours sur le résultat que notre service va permettre à notre prospect d'atteindre et pas sur la manière dont on va l'atteindre. Pour vous donner un exemple assez drôle, c'est que si je vous posais la question là, qui a envie de devenir millionnaire, je pense que vous êtes 9 sur 10 à me dire moi. Par contre, si je vous disais que pour devenir millionnaire, il va falloir quitter votre boulot, il va falloir monter votre société, il va falloir galérer pendant 10 ans et que même en faisant ça, c'est pas sûr que ça marche. Là, je pense qu'il y en a un peu moins qui vont être chauds pour me suivre dans l'idée. Donc, tout ça pour vous montrer vraiment que quand on parle de sa proposition de valeur, on essaye toujours de mettre en avant, de projeter son client sur ce que ça va lui apporter quand il va l'utiliser et non pas de comment l'utiliser, etc. ou de parler des features, de parler des fonctionnalités. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est de projeter son client pour lui donner envie de prendre rendez-vous avec vous et d'avoir un premier rendez-vous commercial. Ensuite, on arrive sur la dernière partie ou l'avant-dernière partie la plus importante de votre email, c'est le call to action. Le call to action, l'appel à l'action, c'est la dernière phrase de votre email, avant le PS en tout cas, qui va vous permettre de décrocher un rendez-vous ou en tout cas de faire passer à l'action votre prospect. De manière générale, la règle que je suis le plus souvent et qui me donne les meilleurs résultats dans les 3 dernières années, c'est de limiter au maximum le nombre d'options que je laisse dans l'esprit de mon prospect. Par exemple, si à la fin de mon email, ma question c'est quand est-ce que vous auriez un quart d'heure pour qu'on en discute ensemble, point d'interrogation, je lui laisse une infinité d'options. C'est-à-dire que là, je ne l'aide pas du tout à prendre sa décision. Par contre, si je lui dis est-ce que vous avez 10 minutes demain à 16h ou mardi à 18h pour que je puisse vous présenter ce qu'on fait, forcément, directement, dans son esprit, on n'est plus sur une infinité de choix, on se restreint beaucoup dans le nombre de choix qu'il va avoir et forcément, on va avoir plus de réponses. Donc évidemment, comme je le mets ici, c'est important de trouver un bénéfice commun qui va être lié à votre appel à l'action, de le projeter sur ce que ça va lui apporter d'avoir rendez-vous avec vous, mais pensez bien aussi à limiter le nombre de choix que votre prospect va avoir pour que vous ayez le plus de réponses possible. Une séquence de cold email sur l'Emlist ou sur d'autres outils comme nous, elle va évidemment pas se constituer que d'un seul email. Vous allez avoir, de manière générale, entre 3 et 6 emails qui vont être envoyés sur une période de 15 à 45 jours. Ça, c'est vous qui décidez. Bien sûr, vous pouvez le tester également, mais l'idée, c'est que ce n'est pas un seul email. Donc, le but de la séquence d'emails, c'est que chacun des emails soit capable d'apporter de la valeur à votre prospect ou en tout cas d'asseoir au maximum la crédibilité que vous avez quand vous envoyez, la crédibilité que vous avez par rapport à ce que vous vendez. Donc, de manière très souvent, dans le deuxième email, de manière très régulière, dans le deuxième email, ce que j'utilise énormément, ça peut être dans le deuxième ou dans le troisième email, c'est ce qu'on va appeler la social proof, la preuve sociale. La preuve sociale, ça va simplement être de montrer à votre client que vous êtes crédible pour ce que vous proposez. Il y a plein de manières de le faire. Celle qui fonctionne le mieux dans tous les tests que j'ai pu faire sur mes séquences, c'est de mettre un exemple de client qui correspond à votre prospect. Donc, si je contacte des directeurs communication dans le e-commerce, par exemple, dans mon deuxième email, je vais essayer de lui citer un exemple de client avec qui je travaille déjà, avec qui j'ai déjà eu des résultats et qui est dans le e-commerce.
Et c'est très bien si vous êtes déjà capable de le citer. C'est encore mieux si vous êtes capable d'appuyer ce que vous allez dire par une preuve. Typiquement, une petite étude de cas, même si c'est un PDF en une page vers lequel vous allez renvoyer votre prospect, c'est une vraie manière d'appuyer votre crédibilité et d'avoir plus de chances du coup d'avoir des réponses. Ok, alors la dernière partie que je voulais vous montrer aujourd'hui, et là on va vraiment rentrer dans des niveaux de personnalisation que très très peu de gens utilisent, c'est les 5 niveaux de personnalisation que vous pouvez utiliser dans vos séquences. Déjà, pour que vous voyez sur les analyses qu'on fait aujourd'hui, à droite, vous avez les niveaux 1 à 5 de personnalisation et à gauche, vous avez le taux de réponse. Et même au-delà du taux de réponse, vous avez le taux de personnes intéressées. Donc, c'est le taux de réponse positive. On voit bien qu'avec le premier niveau de personnalisation, vous allez avoir entre 1 et 2% de taux de réponse positive. À partir du moment où vous utilisez le niveau le plus élevé, vous allez tourner autour des 15 ou 20% de taux de réponse positive. Dans les faits, si vous avez fait un bon persona, que votre segmentation elle est pertinente, que vous avez bien mis en avant votre proposition de valeur, j'ai déjà plein d'exemples de séquences où je suis arrivé à 50, 60% de taux de réponse, dont plus de la moitié qui était positive. Donc, c'est tout à fait possible avec l'Emlist de contacter 200 personnes. Et si c'est très bien ciblé, que votre proposition de valeur elle est très claire pour le prospect, de réussir à décrocher jusqu'à 30, 40 ou 50 rendez-vous avec une seule séquence. Alors, bien sûr, ça met un peu de temps pour arriver à faire de cette manière-là. Par contre, et ça, je peux vous le signer aujourd'hui, monter en compétence en cold email, il ne faut pas 3 ans. Il faut avoir une stratégie en place au début, notamment une stratégie de test, et c'est ce qu'on ne va pas avoir le temps de voir aujourd'hui, mais vous l'aurez sur la présentation pour apprendre à connaître votre cible en étant basé sur de la donnée. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur le test pour que vous compreniez, mais l'idée, c'est que au début, quand vous commencez à envoyer vos premières séquences, ne faites jamais l'erreur d'avoir une base de données de 1000 personnes et d'envoyer le même email à tout le monde. Non, la bonne démarche à avoir, c'est si vous avez une base de données de 1000 ou 2000 personnes, vous les séparez en échantillons de 100 ou 150 personnes et vous allez tester le maximum de choses possibles. Vous allez tester les objets pour voir sur votre cible quel est celui qui ouvre le plus. Vous allez tester votre proposition de valeur pour voir quelle est celle qui apporte le plus de réponses. Pareil pour le call to action, voir celui qui génère le plus de réponses. Et une fois que vous aurez fait ces tests sur 2, 3 ou 400 personnes, derrière, vous aurez une séquence entre guillemets parfaite pour cette cible-là. Et ça vous permettra vraiment d'optimiser vos résultats. Et c'est pour ça que c'est hyper important que dès le début, avant même de commencer, et il ne faut pas 2 jours pour le mettre en place, mais réfléchissez à une stratégie de test sur différents échantillons qui correspondent à votre cible afin d'être sûr que vous n'allez pas gâcher des prospects en envoyant la même séquence à tout le monde sans rien optimiser. Et vraiment, pour le coup, si vous faites ça, en 2-3 mois, il est tout à fait possible de commencer à avoir des taux d'ouverture au-delà de 70% et des taux de réponse au-delà de 10 ou 15%, qui sont déjà des résultats qui sont très bons. Alors, le premier niveau de personnalisation, et c'est le niveau qu'on voit dans 90% des cas, c'est uniquement utiliser les variables les plus connues comme prénom et nom de l'entreprise. Donc ça, vraiment, c'est le plus basique. Hein, c'est ce qu'à peu près tout le monde fait quand on fait de la prospection, quand on commence. Le deuxième niveau de personnalisation, c'est quand on va faire une segmentation basée sur une industrie. Donc encore, imaginez que vous contactez uniquement des gens qui soient dans l'e-commerce, par exemple, je ne sais pas moi, des directeurs de ressources humaines qui sont dans l'e-commerce, par exemple, parce que votre produit il correspond à ces personnes-là. Dans votre email, vous allez pouvoir ajouter une ligne pour montrer que vous êtes spécialiste sur ce secteur-là. Donc, ça peut être une statistique, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un exemple de client qui correspond à cette cible-là. Là, on est au niveau 2 de personnalisation où vous allez être spécifique à une industrie. Le troisième niveau de personnalisation, ça va être ce qu'on appelle l'ABM, l'Account Based Marketing. C'est quand on va contacter plusieurs personnes au sein d'une même boîte. De manière générale, ça, c'est vraiment uniquement quand on va essayer de prospecter des grands groupes. Parce que, par exemple, si on veut contacter EDF, il va y avoir 50 business units différentes avec 50 décideurs différents. Donc là, potentiellement, vous pouvez rajouter une ligne que vous aurez cherchée sur l'actualité de l'entreprise, par exemple, pour la mettre dans votre email et pour bien faire comprendre à votre prospect que vous faites quelque chose de très ciblé et que ce n'est pas un mail générique que vous envoyez à tout le monde. Mais vraiment, ce cas-là, ce niveau-là de personnalisation est assez spécifique puisqu'il correspond uniquement à ceux qui font de la prospection sur une même entreprise, donc forcément des très grands groupes.
On arrive au niveau de personnalisation qui, vraiment, à mon sens, est le plus intéressant. Je le conseille à tout le monde. D'ailleurs, je vous partagerai mon profil sur LinkedIn. J'ai fait une vidéo très récemment sur LinkedIn où je montre ma méthode pour faire ça. C'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle des icebreakers. Les icebreakers, c'est une petite phrase personnalisée que vous allez créer spécifiquement pour chaque prospect. Donc oui, c'est un petit peu chronophage parce qu'il faut aller sur LinkedIn ou alors il faut faire des recherches sur Internet pour trouver une phrase vraiment spécifique à votre prospect. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous avez un document CSV, un document Excel avec une colonne nom, une colonne prénom, une colonne nom de l'entreprise et une colonne adresse email. Donc ça, c'est vraiment les variables de base. Et vous allez rajouter une colonne qui s'appellera Icebreaker. Pour chacun de vos prospects, vous allez pouvoir créer une phrase personnalisée. Et du coup, ensuite, cet icebreaker, vous allez le mettre tout en haut de votre premier email. Ce qui va se passer en faisant ça, c'est que oui, ça va vous prendre 2-3 minutes par prospect pour enrichir. Par contre, dans 100% des cas, votre prospect, il va voir que c'est une approche vraiment personnalisée uniquement pour lui. Et c'est là que vous allez avoir des très, très gros taux de réponse. Et je dirais même que c'est un peu un cheat code, c'est un peu un code secret, l'icebreaker, parce que même si votre copywriting il est un peu moins bon, le fait d'avoir un icebreaker, vraiment dans l'esprit de votre prospect, ça va lui faire comprendre que vous avez fait des recherches sur lui et forcément, vous aurez beaucoup plus de réponses. Évidemment, et pour vous donner du contexte sur ce niveau de personnalisation-là, c'est que moi, je l'utilise uniquement pour les plus beaux prospects que je veux contacter. J'ai plusieurs tiers de prospection. Le temps que je prends pour remplir pour chacun de mes prospects un icebreaker, je le fais uniquement pour les prospects vraiment qui sont des très grands comptes pour moi et avec qui il faut absolument que je discute. Je fais moins de niveau de personnalisation sur les plus petites entreprises, mais dès que je rentre sur des grosses entreprises qui vraiment pour moi représentent des grosses opportunités commerciales, à partir de ce moment-là, je vais commencer à rentrer dans l'hyper-personnalisation. Et le tout dernier niveau de personnalisation, alors pour le coup, c'est un niveau de personnalisation qui n'est possible que sur Lemlist. Vous avez la possibilité de créer des vidéos personnalisées pour chacun de vos prospects. Et d'ailleurs, ce que je trouvais cool de vous faire voir, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble. Et après, on pourra passer aux questions. Alors, hop, je vais juste me déconnecter de cette team-là. On voit toujours bien mon écran, Alice ? Oui, pas de souci, on voit bien ton écran. Parfait. Alors, je vais vous montrer un exemple de campagne. Alors, voilà ce qu'il est possible de faire sur Lemlist. Donc là, vous voyez ma séquence à droite. Donc, le premier email que j'avais fait, c'était que du texte. Le deuxième email, c'était sur LinkedIn. Comme je vous avais dit, vous pouvez automatiser des choses sur LinkedIn et par email. Donc, en fait, mon premier step, c'était un email. Le deuxième step, c'était une invitation à rejoindre mon réseau sur LinkedIn. Et mon troisième step, c'était une vidéo personnalisée. Donc, en fait, en scrapant LinkedIn, j'avais récupéré la photo de profil de mon prospect, son prénom, le logo de son entreprise. Donc, en fait, dans l'email, il recevait comme ça une petite miniature avec moi et un petit sourire pour lui dire « j'ai tourné une vidéo pour toi ». Et quand il cliquait dessus, ça l'envoyait directement sur une landing personnalisée avec la vidéo que j'avais tournée pour lui, mon calendrier pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec moi et directement ici, un petit message personnalisé. Donc là, forcément, je vous le montre pour que vous voyez vraiment quel est le dernier niveau. Et ça demande beaucoup de temps à mettre en place, mais par contre, les taux de réponse sont extrêmement élevés. C'est vraiment pour vous montrer qu'en termes de personnalisation, vous pouvez aller très, très loin, mais qu'il est toujours hyper important de trouver l'équilibre entre le temps que ça me prend pour créer cette personnalisation et le potentiel que ce prospect va avoir pour moi afin de ne pas perdre trop de temps sur de la personnalisation alors que ça ne vaut pas le coup derrière. Il y a Nathalie qui dit génial. Effectivement, ouais, c'est très judicieux, c'est malin. Et pour le coup, 14h54, on a fait le tour. Il y a toute une partie que je n'ai pas montrée parce que je pense qu'il aurait fallu encore 20 minutes. C'est la partie A/B testing. J'ai essayé d'en parler un petit peu. Les deux choses qui sont super importantes et je veux quand même rapidement en parler à l'oral. Quand on fait du test, il y a deux choses importantes à faire. C'est que déjà, il faut que ça soit sur un échantillon suffisamment significatif, donc au moins 100 personnes. Parce que si je teste un objet sur 20 personnes, peut-être que je vais avoir 80% d'ouverture d'un côté et 50% de l'autre côté, mais ça ne sera pas sur assez de monde pour que ça soit significatif. Donc, la première chose quand vous faites de l'A/B testing, et sur Lemlist, c'est très simple, c'est d'avoir au moins 100 personnes dans votre échantillon. Et l'autre point qui est important, c'est quand on fait de l'A/B testing, on teste sur une même cible.
Je ne vais pas faire un test sur des responsables de recrutement et à côté sur des directeurs commerciaux. Non, je fais toujours un test sur une même cible. Et voilà. Super, Simon. On va passer aux questions. Il y en Ouais. a quelques-unes qui sont restées où je t'ai pas interpellé pour y répondre, mais Ok. on peut y répondre maintenant. Donc, je vais les afficher directement. Du coup, tu vas voir l'écran là, ça y est, du coup. Hop. Tu Ouais. partages Je plus. vais afficher Hop. la question. Hop. Alors, je vais te l'afficher. Alors, je regarde celle auquel on n'a pas encore répondu. Ah, on avait une question intéressante de Frédéric qui demande quelle solution pour corriger une note de délivrabilité un peu abîmée. Ok. Alors malheureusement, alors déjà il faut voir parce qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de vérifier, de voir la réputation de ton domaine. Je vais vous donner des liens, je pense, tant que j'y suis, notamment Glockat. Évidemment, si ton domaine est trop abîmé, il faut voir ce qu'on appelle abîmé, parce que si ton domaine est trop abîmé, il n'y a pas vraiment de solution magique à part contacter les listes noires où tu te retrouves, faire toutes les démarches pour en ressortir. Ça peut prendre des semaines, c'est vraiment galère. La meilleure solution à avoir dans ce cas-là, c'est reprendre un nouveau domaine. Ça coûte 10 € par an et le réchauffer pendant quelques semaines avec Lemwarm, notre fonctionnalité qui réchauffe automatiquement, pour pouvoir repartir sur des bases saines. Il n'y a vraiment pas trop de solutions magiques une fois que le domaine est vraiment abîmé. Si systématiquement, tu as 40 ou 30% de taux d'ouverture sur l'Emlist, c'est que vraiment, il y a un problème. Et là, les démarches pour sortir de liste noire, elles sont souvent assez longues. Et finalement, c'est des fois beaucoup plus facile de reprendre un nouveau domaine. Je vous mets un petit lien dans le chat qui s'appelle Glockat. Vous aurez 3 crédits gratuits sur ce lien-là. Ils sont très pratiques pour vérifier un nom de domaine. Par exemple, vous mettez lemlist.com si c'est votre domaine et ça va vous donner une note globale sur votre délivrabilité et vous serez capable de dire OK, est-ce que c'est plutôt bon ou est-ce que c'est plutôt mauvais. D'ailleurs, Simon, ce qui pourrait être sympa, je pense, c'est de les mettre de côté et comme ça, lorsque je vais envoyer un mail après la présentation, je vais faire une petite liste de tous les liens qu'on a cités. Donc tout à l'heure, il y avait Bouncer, je crois. Ouais, pareil. Alors, je me prépare un mail, comme ça, je ne te les oublierai pas. Ouais, Donc, ça Bouncer, marche. Je pense Glockat. que ça peut intéresser, à mon avis. Hop. Du coup, il y a d'autres questions, ouais. Alors, ouais. Alors, autre question de Laure. Quelle est la démarche pour avoir des adresses email des prospects? Alors, c'est un gros sujet, Laure. Il y a beaucoup de choses différentes. Moi, je vais vous parler de 2 outils que j'utilise qui permettent de les trouver. Moi, ma source de prospection principale aujourd'hui, c'est LinkedIn. OK. Donc, j'ai un outil une option qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator qui permet de faire des requêtes très précises. Donc, je vais pouvoir chercher tel type de poste dans tel secteur, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment ma base de prospection. Ensuite, je vais utiliser 2 outils. Il va falloir que j'aille scraper, que j'aille en fait récupérer toutes ces informations-là. Donc, je vais utiliser un outil qui s'appelle Phantom Buster. C'est une boîte française qui va permettre de scraper une requête sur Sales Navigator. Donc, ça va me créer un document Excel avec nom, prénom, nom de l'entreprise, etc. Et ensuite, je vais utiliser une autre boîte française qui s'appelle Drop Contact. Drop Contact, qui est très, très cool parce qu'ils sont entièrement en règle avec la RGPD. C'est-à-dire que si vous utilisez Drop Contact, vous êtes en règle avec la RGPD et qui, eux, vont trouver les adresses email. Donc, en fait, ça fait vraiment LinkedIn pour faire ma segmentation. Ensuite, Phantom Buster pour récupérer les informations. Drop Contact pour enrichir avec les bonnes adresses email. Et ensuite, Lemlist pour envoyer mes séquences de prospection. Et oui, François, le Sales Navigator, c'est 60 € par mois, 65 € par mois. D'ailleurs, Simon, les liens que tu viens de citer, n'hésite pas à les mettre de côté pour les ajouter. T'as raison, t'as raison. Phantom Buster. J'ai dit Drop Contact aussi. Ok. Ouais, ok, parfait. C'est bon, c'est mis de côté, je n'oublierai pas Alice. Super, merci Simon. Donc, une question d'Angélique, comment rajouter son agenda dans un email? Alors, nous, c'est une option qu'on propose, Angélique, en fait, sur Lemlist, qui permet que ce soit Calendly, HubSpot, peu importe le type de lien que tu utilises pour ton agenda, de permettre derrière à ton prospect de choisir directement. Ce que je ferai aussi, Alice, c'est que je mettrai mon calendrier, je mettrai le mien dans l'email que tu pourras envoyer. Tous ceux qui voudront prendre rendez-vous avec moi de manière plus individuelle, vous pourrez prendre rendez-vous directement dans mon planning. C'est ça. C'est top.
On Tout ferait à comme fait, ça. François. Je vois une question. Effectivement, aujourd'hui, si vous voulez vraiment avoir tout le stack d'outils qui permettent de tout automatiser, pour moi, il y en a 4. C'est Sales Navigator, Drop Contact, Phantom Buster et Lemlist. Et le budget mensuel, on est aux alentours de 130, 150 euros par mois. Par contre, typiquement, quand j'avais mon agence, avec ce budget-là, j'ai toujours eu le sentiment que c'était gratuit parce que vraiment, c'était tout ce qui me permettait d'avoir les clients, en fait. C'est vraiment une solution qui est très héroïste, qui permet d'avoir un retour sur investissement direct. Donc forcément, oui, il faut investir au début, mais le retour sur investissement, il est très facilement mesurable parce que peu importe ce que tu vends, il te suffit d'avoir 1 ou 2 clients grâce à ça et tu vas vite rentabiliser les 150 euros. Et d'ailleurs, Simon, moi j'ai une petite question aussi. Ouais. Tout ce que tu présentes, est-ce que ça peut être aussi utilisé pour des clients, lorsqu'on a des clients mais qui sont des particuliers? Alors, c'est une très bonne question. La RGPD dit qu'il n'est pas possible, il est interdit de prospecter des gens qui ne sont pas B2B. On ne fait pas, ce que je vous ai montré, ce n'est pas du tout pour le B2C, parce qu'en B2C, il faut ce qu'on appelle un opt-in, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait accepter la personne au préalable d'utiliser son adresse email. C'est pour ça que quand vous laissez votre adresse email sur un site de e-commerce, par exemple, ils vous demandent « Êtes-vous d'accord pour recevoir des communications ?» Et là, après, ils pourront vous envoyer des séquences. Mais nous, l'avantage de la prospection B2B, c'est vraiment que tu peux contacter des gens qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas forcément donné leur accord au préalable parce que tu les contactes avec un produit qui va pouvoir leur être utile. Ok, super. Est-ce Super, qu'on a merci Simon. une dernière question, Alice? Alors, hop, je regarde s'il y en a eu d'autres qui ont été posés dans le canal. Alors non, je n'en vois pas. On a Nathalie qui dit que c'était très intéressant et qui te remercie. C'est gentil. Il y a eu plein de questions intéressantes, donc très cool aussi. Ouais, carrément. Je voudrais juste quand même, parce que ça m'évitera de donner plusieurs liens, ça sera plus simple. Je mets juste dans le chat le lien vers mon profil LinkedIn parce qu'il y a beaucoup, tous les articles, les posts, les vidéos que je fais, c'est que des astuces qui permettent de le faire plutôt que de te donner 15 liens différents. Comme ça, ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller voir le contenu que j'ai publié dans les 6 derniers mois et vous verrez entre les vidéos et les textes, vous trouverez plein de contenus qui peuvent vous intéresser. Carrément. Merci Simon. Bon. Écoutez, je vois qu'il y a encore une personne qui écrit, mais si jamais il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Okay. Alors, il y a David qui dit merci pour ton intervention à travailler. Donc, j'espère que ça vous a motivé justement à peut-être vous pencher sur ce canal d'acquisition. Parce que c'est vrai qu'en plus, je pense qu'avec la période actuelle, on n'a pas possibilité vraiment de faire de prospection physique et c'est un petit peu plus compliqué pour trouver des clients. Donc, le fait d'optimiser justement sa prospection par le biais du mail, ça peut être vraiment génial. Donc, j'espère en tout cas que ce webinaire-là vous aura donné des infos et vous aura aussi motivé à vous pencher sur le sujet, parce que ça peut être super intéressant en fonction de vos secteurs d'activité. Et Christelle qui dit « J'ai pas tout compris, mais il faut se mettre à la page. Merci pour votre dynamisme. » Ça va venir, Christelle. Honnêtement, effectivement, c'est une nouvelle compétence à acquérir, mais c'est accessible à tout le monde. Si on a vraiment envie sur son projet de le développer, d'aller chercher des nouveaux clients, et normalement, c'est votre cas à tous, vraiment, c'est des choses qui sont accessibles et que vous pouvez tout à fait réussir à mettre en place derrière. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, je te remercie Simon en tout cas pour cette présentation. C'était vraiment génial, elle était top, très complète. Et moi-même, j'ai appris pas mal de choses. D'ailleurs, il y a François dans les commentaires qui m'a fait la remarque comme quoi, du coup, je devais changer ma signature de mail parce qu'en fait, celle que tu as dit qui était mauvaise, c'est typiquement la mienne. On voit souvent, mais voilà, même moi, hein, si on regardait mes séquences, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, oui, dans tous les cas, oui. Je voulais quand même redire merci à toi et à l'équipe. Très, très sympa d'avoir pensé à nous. Donc, très cool de la part de Koala ME de nous avoir invités. Ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir, Simon. Et pour toutes les personnes qui sont encore là, si vous le souhaitez, la semaine prochaine, donc ce sera le mardi 19 janvier. Donc, on fait un webinaire avec un partenaire Live Mentor, qui est un organisme de formation. Et on va parler de CPF, de comment l'utiliser et de la formation professionnelle en général. Donc, je pense que ça peut vous intéresser. J'ai souvent des questions justement sur comment utiliser son compte de formation quand on est indépendant. Donc, ça va être le moment. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le mail que je vais vous envoyer. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire à nos prochains webinaires.
Et si vous faites la formation de Live Mentor Vendre et Convaincre, vous me retrouverez dedans aussi. Donc, Ah, tu as participé dedans? ouais, j'ai enregistré un module pour eux là en début d'année. Donc, ceux qui font Trop cette bien. formation-là, où on reparle d'ailleurs de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui en rentrant beaucoup plus dans le détail. Donc, je peux que vous le recommander et recommander Live Mentor parce que c'est top ce qu'ils font. Trop cool. Bah, félicitations, Simon. Allez, bonne fin de journée à tous. Salut. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt.